Et si le secret pour s'enrichir n'avait rien à voir avec l'intelligence? Et si en fait, tout était une question de comportement? C'est le paradoxe un peu fou qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Et pour bien le comprendre, on va commencer par regarder deux histoires radicalement différentes. Alors, imaginez un peu. D'un côté, on a Ronald Reed, un concierge. Un type simple qui conduisait une voiture d'occasion et rafistelait son manteau avec des épingles. Mais à sa mort, surprise générale, il laisse derrière lui 8 millions de dollars patiemment investis pendant des décennies. Et de l'autre côté, Richard Fiscone, le cliché du succès, MBA de Harvard, grand manoir, il a tout perdu dans la crise de 2008 et a fini en faillite. Le concierge est devenu multimillionnaire et l'expert financier a tout perdu. La question qu'on se pose tous, c'est comment est-ce possible? L'un avait tous les avantages, l'autre quasiment aucun. Comment le concierge a-t-il pu devenir millionnaire alors que le dirigeant a fait faillite? Si ce n'est ni l'éducation, ni l'intelligence, ni les relations qui font toute la différence, alors c'est quoi le secret? Eh bien la réponse, elle est à la fois très simple et incroyablement profonde. Le succès avec l'argent, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas des maths complexes. C'est un comportement. Et c'est cette idée centrale qu'on va explorer ensemble à travers 5 leçons qui pourraient bien changer notre rapport à l'argent. Allez, on attaque avec la première leçon. Et attention, elle est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Elle nous rappelle une vérité qui force à l'humilité. Les résultats qu'on obtient ne sont jamais entièrement sous notre contrôle. Prenez l'exemple de Bill Gates. Bon, c'est un génie, on est d'accord. Mais il a aussi eu une chance incroyable, fréquenter l'une des toutes premières écoles du pays à avoir un ordinateur en 1968. Et puis, il y a le revers de la médaille. Son ami Kent Evans, tout aussi brillant, lui a été confronté au risque. Il est mort jeune dans un accident. La chance et le risque, vous voyez, ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Du coup, le but n'est pas d'essayer d'éliminer le risque. C'est impossible. Le but, c'est de construire un plan financier qui soit résilient, qui puisse encaisser les coups. Il faut se préparer à l'incertitude avec humilité, en sachant que l'objectif n'est pas de gagner à tous les coups, mais de survivre au revers pour rester dans le jeu. C'est la seule façon de laisser le temps à la chance de jouer, un jour, en sa faveur. Cette idée de survie financière, c'est une compétence en soi. Et ça nous amène directement à notre deuxième leçon, qui c'est la distinction entre deux jeux complètement différents. Pour s'enrichir, il faut souvent de l'optimisme, des paris audacieux, une tolérance au risque. C'est un jeu d'attaque. Mais pour rester riche, là c'est tout autre chose. C'est un jeu de défense. Ça demande de la prudence, de la discipline et une peur saine de tout perdre. Ce sont deux mentalités radicalement opposées. L'histoire est pleine d'exemples de gens qui ont gagné le premier jeu mais perdu le second. Pensez à Mike Tyson, plus de 400 millions de dollars de gains pour finir endetté. Ou Sam Bankman-Fried, qui a vu son empire de 26 milliards s'évaporer parce qu'il n'a jamais su s'arrêter de parier. La clé de Warren Buffett, c'est qu'il a surtout évité de faire la grosse erreur fatale. La première règle pour profiter des intérêts composés, c'est de ne jamais les interrompre inutilement. Ok, donc rester riche, c'est crucial. Mais alors, à quoi ça ressemble, la vraie richesse? Notre troisième leçon nous révèle que c'est souvent tout le contraire de ce qu'on imagine. Imaginez, vous voyez une Ferrari dans la rue. Le réflexe, c'est de se dire « Waouh, le conducteur doit être richissime ». Mais en réalité, la seule chose qu'on sait avec certitude, c'est que cette personne a 200 000 € de moins qu'avant de l'acheter. C'est tout. On ne sait rien de plus. Parce que la vraie richesse, elle est invisible. C'est l'argent qu'on ne dépense pas. Ce sont les actions, les obligations, les investissements qui travaillent en silence sur un compte. C'est exactement comme ça que notre concierge, Ronald Reed, est devenu millionnaire. Personne ne voyait sa fortune s'accumuler année après année. C'est donc super important de faire la distinction. Le revenu, c'est ce qui rentre. Les dépenses, c'est ce qu'on montre, les symboles de statut. Mais la richesse, la vraie, c'est ce qu'on garde. C'est ce pouvoir invisible qui achète la liberté. Mais attention, cette quête nous expose à un autre danger. Une fois qu'on commence à accumuler cette richesse invisible, un piège psychologique redoutable peut se refermer sur nous. C'est le sujet de notre quatrième leçon, le syndrome du « jamais assez ». Combien c'est assez? C'est une question simple, mais la réponse est tellement compliquée. C'est fou, mais la plupart des gens, peu importe leur revenu, pensent qu'il leur faudrait 2 à 3 fois plus pour se sentir vraiment riche. C'est une course sans fin, à moins de décider soi-même d'arrêter de déplacer la ligne d'arrivée. L'histoire de Rajat Gupta est un avertissement puissant. Le type avait une fortune de 100 millions de dollars. Mais ce n'était pas assez. Il a commis un délit d'initié pour en avoir encore plus. Résultat, il a tout perdu. Sa réputation, sa fortune, sa liberté. La morale est claire. Ça ne vaut jamais le coup de risquer ce qu'on a et dont on a besoin pour obtenir quelque chose qu'on n'a pas et dont on n'a pas besoin. Et ce piège du jamais assez est souvent nourri par ce qu'on appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. On croit qu'en achetant une belle voiture, les gens vont nous admirer.
Mais en réalité, quand les autres voient la voiture, ils ne se disent pas « Waouh, le conducteur est génial ». Ils s'imaginent eux-mêmes au volant et pensent « Si j'avais ça, les gens m'admireraient ». C'est un jeu de dupes. Alors, si le but n'est pas d'en avoir toujours plus, c'est quoi le vrai but? Notre dernière leçon nous révèle la récompense suprême de l'argent. Oubliez les voitures de sport et les yachts. Le véritable pouvoir de l'argent, le plus grand luxe qu'il puisse acheter, c'est le contrôle de son propre temps. C'est la capacité de faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, aussi longtemps qu'on le veut. C'est ça, la liberté. Et pas besoin d'être millionnaire pour ressentir ça. Un simple fonds d'urgence de 3 à 6 mois, ce n'est pas juste de l'argent. C'est un filet de sécurité. C'est l'assurance qu'un licenciement ne va pas détruire une vie, qu'un mauvais patron n'a plus autant de pouvoir sur nous. C'est déjà reprendre le contrôle. Donc, pour résumer, ces 5 vérités nous apprennent quoi? 1. Rester humble face à la chance et au risque. 2. Viser la survie financière car rester riche est plus important que de le devenir. 3. Être discret car la vraie richesse est invisible. 4. Cultiver le contentement en définissant ce qui est assez pour soi. Et 5. Le véritable objectif, c'est la liberté de contrôler son propre temps. Au final, la psychologie de l'argent, ça ne parle pas vraiment de chiffres. Ça parle de décision, de discipline et de la définition d'une bonne vie. La prochaine fois qu'on pense à l'argent, la question à se poser n'est peut-être pas comment en avoir plus, mais plutôt est-ce que je suis en train de construire une vie qui est vraiment la mienne? Parce que le but du jeu, ce n'est pas de finir avec plus que les autres, c'est de concevoir une vie qui nous appartient vraiment.